Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 6 juin. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale avec nos invités, mais également avec les journalistes de la rédaction. Tout de suite, les titres de cette édition. Les conséquences des intempéries de ces derniers jours dans cette édition, les sinistrés, mais aussi les agriculteurs yvelinois constatent les dégâts. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, vient d'annoncer la création d'un fonds d'urgence d'1 million d'euros pour aider les communes les plus en difficulté. Les inondations ont également impacté les transports en commun, nous y reviendrons. Demain, mardi 7 juin, le pôle de compétitivité en recherche et développement mobilité automobile Moveo organise le Moveo Day à l'école d'ingénieurs Lestat K de Montigny-le-Bretonneux. Marc Charlet, directeur général du pôle, est notre invité ce soir. Et enfin, l'artiste contemporain d'origine islandaise Olafur Eliasson s'invite à Versailles. Il a imaginé un triptyque sur le thème de l'eau pour cette exposition qui sera dévoilée au public du 7 juin au 30 octobre. Et pour ouvrir ce journal, nous revenons sur les inondations de la semaine dernière. Depuis le lundi 30 mai, en tout 22 heures, les secours sont intervenus à 2310 reprises dans les Yvelines. Il y avait encore 128 sapeurs-pompiers mobilisés dans des opérations ce dimanche en fin d'après-midi. Alors la décrue est en cours dans le département, mais à Saint-Rémy-les-Chevreuses, comme vous le voyez sur les images, l'heure est au rangement pour essayer de récupérer ce que l'eau n'a pas détruit. À Saint-Quentin en Yvelines, un dispositif sur mesure a été mis en œuvre pour faire face à cette situation. Lors des derniers jours, un dispositif de surveillance quotidien a été déployé sur les bassins du territoire afin de sécuriser certaines zones et aussi de mieux répartir les eaux pluviales. Mardi, ce sont plus de 30 interventions qui ont été réalisées chez des particuliers par la CVS, qu'il est à noter que les niveaux d'eau exceptionnels observés sur le territoire sont dus au ruissellement sur les terrains déjà gorgés d'eau par les précédentes pluies. Mais en tout cas, rassurez-vous, l'eau du robinet reste de très bonne qualité, elle est potable. Le département n'est plus en vigilance orange. Concernant les crues, il est passé au niveau jaune. Et après les fortes précipitations de la semaine dernière, l'heure est donc à la décrue, comme je vous le disais. De nombreux particuliers et professionnels ont vu leur habitation et commerce envahis par les eaux. Parmi les professionnels, notamment les agriculteurs, sont touchés. C'est le cas d'Alexandre Flé, céréalier sur Fontenay-le-Fleury. Mélanie Poquet l'a rencontré. Les champs en portent encore les stigmates. Une semaine après, le niveau a baissé, mais les plantations d'Alexandre Flé, céréalier sur Fontenay-le-Fleury, sont encore gorgées d'eau. D'habitude, c'est difficile à définir, mais on n'a pas un débit pareil. Là, c'est à un tel point que c'était monté jusqu'à cette hauteur-là, et c'était passé par-dessus l'aqueduc. Et ça a mis 3 jours à descendre à ce niveau-là. Pour aider l'évacuation de l'eau, Alexandre réalise des tranchées depuis une semaine. Certaines parcelles sont encore inondées. Celle-ci de 6 hectares devrait s'assécher d'ici 2 à 3 mois. Là, je ne pourrais rien faire d'autre. J'ai plus qu'à attendre la moisson. On devait faire un dernier fongicide pour protéger les épis à cause de tout ce qui est tombé. Et là, je pense ne pas pouvoir le faire. Le futur immédiat pour une parcelle comme ça, c'est d'attendre et voir si un jour je pourrais passer dedans, la protéger. Le stade de floraison est en ce moment. Dans une semaine, il est fini. Si d'ici une semaine, on ne peut pas passer, je n'ai plus qu'à attendre. Vraiment, j'attendrai la moisson. La moisson est prévue pour la fin du mois de juillet. À ce stade, il est encore trop tôt pour évaluer les conséquences de la montée des eaux. Le manque à gagner pourrait atteindre plus de 7 000 € pour cette seule parcelle. Alexandre Flé possède 180 hectares de terrain. Et Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, fait le tour de la région Île-de-France pour constater les dégâts des intempéries. Elle a d'ores et déjà annoncé la création d'un fonds d'urgence d'1 million d'euros pour aider les communes les plus en difficulté. Ce dimanche, elle s'est rendue dans les Yvelines à Carrières-sous-Poissy avec les élus de la vallée de Seine. Retour sur cette visite avec Fanny Bourdillon. Carrières-sous-Poissy, l'une des villes yvelinoises les plus touchées par les intempéries. Ce dimanche, Valérie Pécresse s'y est rendue. Avec les élus de la vallée de la Seine, ils ont fait le tour de la ville en bus, mais aussi à pied sur les bords de Seine pour constater l'étendue des dégâts.
J'ai réuni à Carrières-sous-Poissy la plupart des maires de la vallée de Seine qui ont été touchés, notamment la plaine de Montesson qui a été sous l'eau. Donc il y avait le maire de Ménilles-le-Roi, le maire de Montesson, le maire de Poissy qui aujourd'hui organise les évacuations, le maire de Vilaine. Bref, tous les maires qui ont été touchés et qui, nuit et jour aujourd'hui, travaillent à rétablir la situation pour leurs habitants. Un fonds d'urgence d'1 million d'euros a déjà été annoncé par la région pour aider les petites communes. À Carrières-sous-Poissy, 46 habitants ont dû être évacués, mais la difficulté majeure, ce sont les véhicules. 250 caravanes de gens du voyage ont été mises à l'abri à l'aide de tracteurs et plus de 1400 voitures ont été déplacées en 24 heures, un record. Nous avons dû évacuer compte tenu de la montée, puisque là nous sommes à 22 mètres de plafond de crue, comme on dit, de plateau de crue. Donc là on a évacué tous les 1400 garages, donc tous les 1400 véhicules du quartier des Bords de Seine sur des parkings que nous avons définis, donc sur Carrières-sous-Poissy, à peu près une quinzaine de parkings. Intempéries et grèves mettent les Franciliens en difficulté. À quelques jours de l'Euro, Valérie Pécresse, en charge notamment des transports en Île-de-France, est en colère contre les grévistes. Je demande solennellement aux grévistes de la SNCF, par esprit de solidarité et avec 70 parlementaires de toute l'Île-de-France, tous les parlementaires des Yvelines, le président du conseil départemental des Yvelines, je demande de suspendre la grève. Parce qu'on ne peut pas ajouter de la galère à la galère et que quand toute l'Île-de-France est en vrac, quand les Franciliens sont vraiment dans la détresse, c'est vraiment pas le moment de défendre des revendications catégorielles. La grève, oui, c'est possible, c'est un droit, c'est constitutionnel, mais pas en ce moment. Il faudra attendre la décrue pour estimer le coût économique de ces intempéries sur le réseau ferroviaire d'Île-de-France. Guillaume Pépi, président de la SNCF, a déjà annoncé que les conséquences se chiffreront en dizaines de millions d'euros. Et faisons un point à présent sur les transports en commun. Les conséquences des intempéries ont également impacté les transports et la grève reconductible vient compliquer la situation pour les usagers ce lundi 6 juin. Alors sur le RERC, le trafic reprend progressivement sur l'axe Montigny-Beauchamp, avenue Henri-Martin, mais aucun train ne circule entre Paris-Austerlitz et la station Javel et Paris-Austerlitz et la station Versailles-Château-Rive-Gauche. La desserte du sud de la ligne est assurée jusqu'à 21h40 ce soir. Le trafic restera très perturbé pendant la semaine et à Paris-Austerlitz, les trains partent de la gare Grande Ligne. Les lignes N et U sont également perturbées. La ligne N du Transilien est impactée par l'affaissement d'un mur qui menace de s'écrouler sur les voies ferrées. Alors les travaux permanents mis en œuvre depuis le 1er juin permettent une légère amélioration des conditions de circulation, mais ce lundi, moins de 10 trains étaient prévus sur la journée. Quant à la situation de la ligne U qui relie la Défense à la Verrière en passant par Puteaux, elle est meilleure avec un train toutes les 20 minutes environ, mais sachez que demain la grève nationale est reconduite. Il y aura 3 trains sur 4 pour la ligne N et 4 trains seulement devraient circuler sur la ligne U. Il est temps à présent de passer à notre entretien. Nous allons parler innovation en matière d'usage automobile à présent. Alors demain, mardi 7 juin, le pôle de compétitivité en recherche et développement mobilité et automobile Moveo organise les Moveo Day à l'école d'ingénieurs l'Estaca de Montigny-le-Bretonneux. Pour nous en parler en plateau avec nous, Marc Charlet, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes directeur général du pôle et notre invité ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur le pôle de compétitivité Moveo. C'est un pôle de recherche-développement avec des acteurs du secteur privé, si je ne me trompe pas. Pas que, aussi du secteur public. Moveo, c'est un générateur de projets R&D, c'est un fédérateur de compétences. Donc on rassemble au sein de Moveo, qui est une association, 380 membres, qui sont des petites entreprises, des grands groupes, mais aussi des laboratoires de recherche, pour ensemble générer de l'innovation, générer du projet de recherche. Alors il a été créé en 2006, donc son but, vous le disiez, c'est d'impulser les nouvelles innovations et dynamiques en ce qui concerne l'automobile. C'est un peu d'être leader d'idées pour le secteur automobile. Tout à fait, Moveo fête ses 10 ans aujourd'hui, cette année, et on essaye de porter cette ambition d'inventer ensemble la mobilité du futur, une mobilité plus propre, plus économe et plus intelligente. Et c'est en effet l'ambition qui est portée par Moveo et ses membres dans le cadre de nos activités. Alors les Moveo Day, c'est une journée qui rassemble les acteurs de l'industrie de l'automobile et du transport, qui œuvrent à la mobilité propre et intelligente de demain. Le thème de cette année, c'est les nouveaux usages de la mobilité. Alors c'est un peu large, de quoi va-t-on parler précisément demain ? Alors on va parler justement de ces technologies qui modifient notre comportement par rapport à la mobilité. Et notamment, on va organiser 2 débats. Un débat sur l'énergie. Vous savez que l'énergie, c'est une grande question en termes de mobilité.
Et aujourd'hui, on voit l'électrification des véhicules qui arrivent, et les véhicules 100% électriques. Mais aussi, on parle de nouvelles sources d'énergie, dont l'hydrogène, qui fait aussi partie des débats. Ah. Et le deuxième débat sera sur le big data. Donc le big data, c'est quoi? C'est les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est le numérique qu'on intègre dans la mobilité. Donc on rend les véhicules connectés. Donc on va avoir de la connectivité dans les véhicules, et ce qui permettra notamment de rendre les véhicules autonomes. On parle beaucoup de conduite autonome aussi dans le milieu de l'innovation en automobile. Alors donc demain, ça a lieu à l'Estaca. Pourquoi vous avez choisi justement cette école d'ingénieurs pour les Moveo d'Elenas? C'est à Poissy? C'était, oui, au Forum Armand Peugeot sur les terres du groupe PSA Peugeot Citroën. Cette année, c'est à l'Estaca. Pourquoi? Parce que c'est dans les Yvelines, et les Yvelines sont le premier département de France en termes de R&D automobile. Donc c'est là que ça se passe, c'est là qu'on invente la mobilité du futur. Et pourquoi à l'Estaca? Parce que c'est une école d'ingénieurs qui forme justement des jeunes pour être des créateurs de mobilité. Il nous a pensé vraiment intéressant de faire cet événement sur ce lieu symbolique qui vient de s'installer à Saint-Quentin-en-Yvelines il y a même pas un an. Et qui sont aussi vos partenaires? Qui sont aussi nos partenaires, tout à fait, puisqu'ils sont aussi membres de Moveo. Ils apportent aussi de la compétence, puisqu'il y a aussi des laboratoires de recherche à l'Estaca. Il y a de la formation, mais aussi de la recherche. Et la recherche participe à certains programmes de R&D de Moveo. Alors le Moveo ED n'est pas ouvert au grand public, c'est vraiment à destination des professionnels. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quelles sont peut-être les innovations que le grand public ne connaît pas et qu'on pourra peut-être voir plus tard et qui seront demain présentées au Moveo ED? Alors, par exemple, on présente des innovations sur l'allègement des véhicules. Forestia, qui est un équipementier automobile, présente un siège allégé avec des composites. Donc, on travaille sur les nouveaux matériaux pour faire baisser le poids des voitures et donc augmenter leur autonomie, réduire leur empreinte environnementale. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, on travaille beaucoup sur la voiture autonome, et notamment VDCOM, qui est un institut basé à Versailles, travaille beaucoup sur ce sujet, a déjà fait des tests en grandeur réelle, c'est-à-dire que le véhicule autonome de VDCOM a déjà roulé dans les rues de Versailles il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça, c'est l'avenir de l'automobile. C'est une automobile plus propre et c'est une automobile plus intelligente, donc autonome. Donc vous êtes en contrat aussi avec le gouvernement, avec l'État, et c'est pour ça que vous devez donc avancer dans la recherche. Donc le but, c'est vraiment une automobile plus propre et aussi plus légère, c'est ça? Oui, si elle est plus légère, elle sera plus propre, puisque c'est un levier important. Hein. Si vous réduisez la masse du véhicule, vous réduisez sa consommation. Donc en effet, il y a l'allègement, et puis il y a l'aspect intelligent, donc connecté, autonome. Et oui, comme vous le disiez, on travaille beaucoup avec les pouvoirs publics, que ce soit les régions et le gouvernement, qui soutiennent l'action du pôle, à la fois à travers l'animation de la gouvernance du pôle, mais aussi par le financement des projets menés par nos membres. Alors on a vu donc la voiture qui a été testée à Versailles, donc qui pouvait se conduire presque sans les mains. On a vu les images tout à l'heure. Quand pourrait-on imaginer la conduire? Quand est-ce qu'elle sera peut-être disponible pour le grand public? L'été, quand elle a été testée dans les rues de Versailles, le grand public pouvait y avoir accès. Mais de plus en plus, on va être amené à faire comme ça des expérimentations, puisqu'il y a encore pas mal de verrous à lever sur le comportement de ces véhicules, sur le fonctionnement des capteurs. Et justement, ça fait partie de nos programmes de recherche d'expérimenter à grande échelle ces véhicules-là. Et les usagers en verront de plus en plus rouler dans les rues de Versailles et dans les rues du département. Ça demande toute une logistique aussi de la ville. C'est dans toute une logique de la ville intelligente, mais également de la mobilité un petit peu plus intelligente et plus connectée. Oui. Alors demain, il y aura les acteurs les plus importants du secteur de l'industrie dans les Yvelines, en Ile-de-France, qui seront donc à l'Estaca pour ce rendez-vous. Quelle analyse faites-vous un petit peu du secteur en France? On sait que le secteur automobile a connu quand même quelques difficultés récemment. Est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux? Est-ce qu'on connaît une embellie? Le secteur a souffert, en effet, mais on voit, on a des prémices qui nous disent que ça repart. Il faut savoir que l'automobile mondiale va bien, puisque c'est un marché en croissance et qu'on a la chance d'avoir 2 constructeurs et des équipementiers français qui ont une dimension internationale et donc qui bénéficient de ce marché. Mais il faut que la France reste compétitive en termes de coûts, mais surtout d'innovation. Et c'est pour ça que Moveo est là, pour animer tout cet écosystème et pour être compétitif par l'innovation, trouver toujours les meilleures innovations aux meilleurs coûts, les plus abordables pour les clients. Et justement, est-ce que c'est sur l'innovation que nous sommes leaders aujourd'hui ?
Sur certaines innovations, oui. Ne soyons pas... disons réellement que la France peut être en avance aussi. On a des constructeurs, des équipementiers, comme je vous le disais, qui sont en pointe dans ces domaines-là. Et ils font un travail super pour intégrer ces innovations dans leurs véhicules et qu'elles soient accessibles au plus grand nombre. Et du côté aussi, donc vous allez aborder demain tout ce qui est la big data, donc toutes les données. Ça aussi, on est en avance. Comment ça se passe? Parce que c'est vrai que les Américains sont beaucoup plus avancés, même les Japonais sur nous, sur ce domaine. Je ne dirais pas qu'ils sont plus avancés, ils font un peu plus le buzz, comme on a l'habitude de le dire, et avec la Google Car, ils ont mis en avant le véhicule autonome. Mais il faut savoir que le premier véhicule autonome a été développé pas loin d'ici, à l'INRIA, à Rocancourt, qui roulait déjà il y a 10 ans sur les parkings de l'INRIA. Donc oui, la France sait être en avance, sait innover, et beaucoup d'innovations sont développées sur notre territoire. Est-ce qu'il y a peut-être des nouveaux axes sur lesquels vous allez travailler bientôt, ou peut-être des nouveaux produits qui sont juste peut-être tout début du développement, mais sur lesquels vous pouvez... Alors je vous laisserai le book des produits issus des projets de Moveo, où vous découvrirez tous les produits qui ont été issus de ces programmes de recherche, déjà une quarantaine de produits. Mais oui, les axes ne manquent pas. Donc on parlait d'énergie, on parlait de véhicules connectés, on parle de plus en plus aussi de confort à bord, puisque demain le véhicule sera de plus en plus accueillant, de la sécurité bien sûr. Le véhicule autonome, le principal objectif, c'est la sécurité, c'est le zéro accident. On pense que la machine pourra éviter plus d'accidents que l'homme et plus d'erreurs humaines. C'est l'intérêt de ce véhicule autonome. Merci beaucoup Marc Charlet d'être venu sur notre plateau. Eh bien, avec plaisir. On retrouvera donc un reportage sur les Moveo Day et ses innovations donc demain dans le journal. Passons à la culture à présent. Après l'exposition contemporaine très controversée d'Anish Kapoor, la saison dernière, vous vous en rappellerez certainement, c'est au tour d'Olafur Eliasson de s'installer au château de Versailles jusqu'au 30 octobre prochain. Alors l'artiste danois propose une perception de l'espace modifié au travers de 5 dispositifs optiques et adoucit l'agencement formel des jardins par un triptyque d'installation que Sephora Namani et Patrick Jacques de Dixmude vous font découvrir. Regardez. Cinq dispositifs, déployant jeux de miroirs et de lumière, viennent d'intégrer le château de Versailles. Un moyen pour Olafur Eliasson de rappeler que la cour a toujours été à Versailles un lieu d'observation constante de soi-même et des autres. L'artiste contemporain est l'invité du Roi Soleil jusqu'au 30 octobre. J'avais envie d'intégrer la scène dans une chambre de miroir et j'avais plutôt envie de montrer un dispositif optique. C'était très ambitieux et j'avais envie de travailler avec cette atmosphère, avec ce jardin. J'avais envie de connecter le jardin avec quelque chose de très léger. Les créations extérieures forment un triptyque autour du thème de l'eau. Voiles circulaires de fin brouillard, tapis de résidus de glacier du Groenland dans le bosquet de la Colonnade et installation d'une cascade dans l'axe du Grand Canal. Ces œuvres contemporaines diluent l'agencement formel des jardins et établissent une nouvelle perception de l'espace. Je pense que l'art contemporain s'est installé à Versailles depuis bientôt une décennie maintenant, qu'il correspond à l'idée même qu'avait Louis XIV en construisant Versailles, l'idée d'en faire le lieu de la création, le lieu de l'innovation, d'y inviter des artistes, des scientifiques, d'inviter des étrangers à venir montrer leur savoir-faire à Versailles. On ne fait que tirer ce fil. Les 8 dispositifs de l'artiste danois ont été réalisés dans son atelier à Berlin avec le concours des équipes du château de Versailles. Ces œuvres viennent s'ajouter aux nombreuses créations déjà exposées au Musée d'art moderne de Paris, au Tate moderne de Londres et au MoMA de New York. Et la 20e édition du mois Molière a été lancée, mais officiellement, c'était ce samedi 4 juin à Versailles. Alors, partie de la place d'Armes, une charrette a parcouru les rues de la ville, comme vous pouvez le voir à l'image. Elle a conduit les comédiens de la compagnie L'Archicube vers la place Charot, où ils ont joué Snagarelle de Molière. Alors, cette balade rappelle symboliquement les voyages en charrette de l'auteur de comédie et de sa troupe à travers la France, une tradition renouvelée et voulue par le maire de la commune, François Demazière. Écoutez-le, il était au micro de William L. Il y a 20 ans, quand j'ai lancé le mois, c'était avec Francis Perrin. J'ai demandé à Francis d'être sur une charrette comme Molière, au fond. Il avait été extraordinaire. Et là, pour le 20e anniversaire, on s'est dit on va reprendre des charrettes.
Voilà, c'est un peu comme on fait à Avignon, c'est une parade, si vous voulez, pour ouvrir les balles. Voilà, ça veut dire pour annoncer à les publics que le mois Molière, ça va commencer. Et on continue de parler du mois Molière dans ce journal avec, comme chaque lundi, la chronique de Séphora Namani. Bonsoir à Séphora. Bonsoir Florane. Alors vous venez nous présenter la comédie-ballet de Molière, Monsieur de Poursognac, qui était interprétée ce week-end au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines par la compagnie des Petits Champs. Oui, tout à fait. Alors en écho au mois Molière qui a lieu sur Versailles, le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines programmait donc ce week-end la comédie-ballet de Molière, Monsieur de Poursognac. Donc Monsieur de Poursognac, petit rappel, raconte les aventures de ce gentilhomme Limougeot, monté à Paris pour épouser la jeune Julie, mais que ce briganier Nérine, genre d'intrigue payé par l'amant de la belle, vont s'ingénier à perdre. Une pièce qui dénonce l'accueil qui était fait aux étrangers à la cour autrefois, un sujet encore très d'actualité. Ce qui est beau, on voit avec le public, c'est en même temps que ça fait rire, mais en même temps que c'est d'une cruauté noire. C'est une pièce très noire. Ce qui est incroyable, c'est que les mots de Molière qu'il a écrits il y a 3 siècles résonnent aujourd'hui avec une actualité forte et qui parle en effet de l'accueil des étrangers, comment on traite un provincial ou alors un étranger ou un migrant. Enfin voilà, comment la société peut en faire un bouc émissaire et le renvoyer chez lui. Et cette pièce paraît d'autant plus contemporaine que son metteur en scène, Clément Hervieux-Léger, a fait le choix d'une adaptation du texte dans les années 1950. Dans la pièce Monsieur de Poursognac, il y a une équipe d'Italiens qui sévit dans Paris. Clément a pensé que en 1950, il y a eu une vague d'immigration, notamment d'Italiens qui sont venus sur Paris. Il avait envie de transposer l'histoire dans une période plus contemporaine. Et du coup, celle-là était assez judicieuse par rapport justement à cette bande d'Italiens qui est très importante dans la pièce. Alors la force de cette pièce, c'est bien sûr son thème sociétal, vous l'avez dit, on l'a bien compris, mais également sa force réside dans le fait que les artistes sur scène sont amenés à jouer, à danser et même à chanter. Oui, alors malgré la comédie de l'histoire, la pièce reste avant tout une comédie particulièrement vivante avec une implication artistique totale, du chant, du théâtre, de la danse, c'est vraiment le rêve de tout interprète. Et donc on rappelle que cette comédie-ballet a été représentée pour la première fois à Orléans en 1669. Elle a donc été écrite par Jean-Baptiste Poquelin et les compositions musicales étaient celles de Lully. Il ne vous fera point de mal, c'est un petit clistère. Un petit clistère, il est bénin. Bénin, bénin. Là, prenez, monsieur, c'est pour déterger. Pour déterger. Déterger. Piglialo su che non ti farà male. Piglialo su, questo serviziale. Alors c'est vrai que cette pièce est assez singulière parce qu'on connaît une trentaine de comédies de Molière et seulement une dizaine d'entre elles sont des comédies-ballets. Ce style de représentation théâtrale créé par Molière ne lui a d'ailleurs pas survécu. Oui, tout à fait. La dernière comédie-ballet que l'on connaisse est bien donc celle de Molière qui date de 1673. Il s'agit du Malade imaginaire. Effectivement, ce style de représentation théâtrale ne lui a pas survécu, mais en tout cas, elles ont inspiré les formes modernes de spectacle. La comédie-ballet de Molière s'est arrêtée avec Molière, il en a écrit une douzaine, puis ça s'est arrêté là. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, les comédies musicales sont finalement dans cette même veine, dans cette même lignée, où on part d'une histoire et tout d'un coup on se met à chanter et à danser. Alors pour ceux qui n'auraient pas pu assister aux représentations du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, où peut-on encore profiter de Monsieur de Poursognac? Alors la compagnie des Petits Champs représentera Monsieur de Poursognac au théâtre parisien des Bouffes du Nord à partir du 14 juin et ce jusqu'au 9 juillet. Plus d'informations à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Séphora et je le rappelle, le mois Molière c'est jusqu'au 30 juin à Versailles. Autre sujet, à présent, nous allons parler alimentation. Le concours de la meilleure baguette des Yvelines s'est joué vendredi au Chesnay. Cette 7e édition, lancée par la maison de la boulangerie-pâtisserie de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines, est organisée pour donner un coup de pouce à l'artisanat. Le concours attire de plus en plus. Cette année, on comptait 50% de candidats en plus que l'année précédente. Manon Labat et Mélanie Poquet pour ce reportage.
Des dizaines, des centaines de baguettes embaument la maison de la boulangerie-pâtisserie de l'Ouest parisien. 150 professionnels veulent voir leurs produits élus meilleure baguette des Yvelines. Le jury, composé de 90 salariés du monde de la boulangerie, se base sur des critères bien spécifiques. 20 points pour l'aspect, la cuisson 20 points, le goût 20 points, la mie et l'alvéolage 20 points, l'odeur 20 points, ce qui fait un total de 100. Senties, goûtées, les baguettes sont scrutées presque à la loupe. Les points sont donnés avec parcimonie. Une baguette doit peser entre 250 et 265 grammes, ne pas être farinée et ne présenter que 4 coups de lame sur le dessus. Un concours strict où les motivations sont multiples. Pour me comparer, pour savoir où je me situe par rapport aux autres. Fierté, notoriété, voilà, c'est tout. Ils s'entraînent depuis qu'ils sont dans le métier en fait. Je pense que c'est pas comme le bac, on révise pas la veille, quoi. Je veux dire, en gros, on est bon, on l'est pas. Le gagnant pourra poser sur sa boutique l'enseigne Meilleure baguette des Yvelines. Il participera au concours national l'année prochaine. Le vainqueur sera annoncé ce mardi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, restez avec nous. Vous avez rendez-vous avec Mickaël Elmidoro pour le 7-8 Sport. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite une excellente soirée.